Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va recevoir Mme Émilie Bellavance-Nadeau, qui est enseignante en français au Cégep de Telford. Bonjour Émilie. Bonjour Mm. Stéphane. Donc, Émilie, elle va nous faire des suggestions de lecture dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme qui, comme à chaque année, se déroule le 8 mars. Donc, oui, Émilie, il faut dire si elle fait vraiment une maîtrise en littérature et je pense que tes recherches s'orientent tout simplement vers les études féministes, n'est-ce pas? Oui, exactement. Pas si tu veux nous dire Exactement. un petit mot. Ben oui, tout à fait. En fait, je travaille sur l'amitié féminine dans plusieurs romans québécois. Ça s'agençait parfaitement là, avec la Journée internationale des droits des femmes, puisque c'est ça, comme tu l'as dit, mes recherches s'orientent quand même dans un contexte assez féministe. Donc, là, c'est le fun, c'est tes sujets que tu vas nous présenter, c'est qu'il n'y a pas juste, il y a des essais, il y a des bandes dessinées, des romans et même de la poésie. Fait que les gens vont avoir un peu l'embarras du choix. Fait que je vais te laisser nous présenter tes sujets de lecture. Oui, ben comme tu l'as dit, j'ai essayé d'aller dans différents champs, différents domaines, différentes nationalités aussi pour essayer de faire changement le plus possible. Mais je n'avais pas le choix de commencer par un essai qui est pour moi un classique. Donc, le féminisme québécois raconté à Camille par Micheline Dumont, qui a été publié en 2008. Donc, c'est un essai, évidemment, qui me tient à cœur, puisque justement, comme on l'a mentionné, mes recherches à la maîtrise sont vraiment orientée vers ça. C'est Micheline Dumont qui l'a écrit et c'est vraiment une femme qui sait très, très bien s'exprimer. Donc, si jamais vous ne connaissez pas du tout l'histoire du féminisme au Québec, c'est vraiment un essai pour bien commencer à s'intéresser à ce sujet-là. Et Mme Dumont, je Donc, pense que c'est la spécialiste en histoire des femmes au Québec qui a enseigné longtemps à l'Université de Sherbrooke. exactement, exactement, Stéphane. Donc, tu as bien raison, elle s'y connaît, mais surtout, cet essai-là, il est très, très bien écrit. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va le distinguer des autres. Il est très, très, très accessible. Donc, le féministe québécois raconté à Camille, c'est comme si Micheline Dumont racontait l'histoire à sa petite fille, en fait. Donc, c'est vraiment très, très, très accessible pour tous ceux qui aimeraient en découvrir un peu plus là, sur les avancées féministes d'un point de vue historique. OK. Deuxième livre. Oui, deuxième essai. Je poursuis dans la même lignée des essais, Mhm. là, donc Bad Féministe de Roxane Gay, qui est une enseignante, une journaliste, une écrivaine américaine. Et je dirais qu'à l'inverse du premier essai de Micheline Dumont, qui était très, très dans la portion historique, Roxane Gay, elle va plus s'intéresser, elle va mettre en parallèle, en fait, ses expériences personnelles à certaines théories féministes. Et c'est ça qui va être un petit peu plus différent. Donc, on a accès un peu à ce qu'elle a vécu en tant que femme noire américaine, comment elle a vécu son insertion dans le milieu professionnel, ses lectures de théories féministes quand elle était elle-même étudiante, puis là, elle les applique à sa vie personnelle. Donc, ça donne un point de vue totalement différent, mais vraiment intéressant. Sûrement parce qu'on sait que la question raciale aux États-Unis, on en entend encore beaucoup parler aujourd'hui. Oui, vraiment. Puis je dirais que ce livre-là, je l'ai découvert moi-même un peu sur le tard et j'ai vraiment pas regretté, là. J'ai passé un très bon moment à le lire. J'avais pas l'impression de lire quelque chose de très, très, très théorique, bien que ce l'était. C'était vraiment raconté, narré comme si c'était sa propre histoire, là, mais au travers de laquelle, justement, on découvrait les enjeux féministes et liés aux enjeux raciaux, comme tu le mentionnais. Un troisième essai. Oui, j'y vais avec le livre Femmes de Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand. Je ne sais pas si tu savais que c'était un film, ce livre-là, à la base. Oui, on l'a même à la bibliothèque. Ah, mon Dieu, ben, j'aurais pu le recommander même dans l'audiovisuel, là, mais c'est vraiment un très bon film. D'ailleurs, Anastasia Mikova, elle est née à Kiev, en Ukraine, donc ça peut faire un lien très, très, très Ouais. actuel. J'ai découvert le film avant de découvrir le livre. C'est vraiment dans un but de montrer là, plusieurs thématiques féministes ou pas, mais à travers le regard de différentes femmes qui sont issues de plus de 50 pays différents. Quand on regarde la notice du livre, c'est vraiment écrit 50 pays, 2000 entrevues et plus de 50 tournages. Donc, on se promène comme ça, c'est d'un point de vue très, très, très simple également, c'est-à-dire que la mise en scène, si vous écoutez le film, c'est vraiment le portrait des femmes avec un fond noir derrière et on fait simplement écouter les différents témoignages qui portent autant sur les règles, le mariage, la politique,
la santé. Donc, toutes sortes de thématiques comme ça qui sont extrêmement différentes, mais qui sont données par des femmes issues de cultures aussi très différentes. C'est sûr qu'il doit y avoir beaucoup de différences, mais je me dis il doit y avoir un fond de ressemblance, là, malgré tout. Je me dis, la vie d'une femme, ça reste une femme, peu importe l'endroit dans le monde. Exactement. En fait, il y a des trucs qu'on réalise qui sont hyper différents, des réalités qui sont très différentes, mais oui, pour certaines thématiques, il y a vraiment des points communs qui sont intéressants à découvrir. Les préoccupations, les premiers amours, je me dis que peu importe ce qu'on vit, ça reste que. Oui, tout à fait. Et c'est très, très, très personnel, mais c'est très universel à la fois. Hein, et je pense que c'est ça qui fait la beauté du témoignage, que ce soit dans le film ou dans le livre. Dans le livre, en fait, ce sont des témoignages qui n'ont pas été sélectionnés pour le film. Okay. Donc, ça vient bien se compléter l'un et l'autre. Mais c'est vraiment très, très, très émouvant. J'ai trouvé que c'était très touchant comme œuvre, tant le film que le livre. Bon, on donne un 4e volume. Oui, un dernier essai ici pour Maquiller de Daphné B, une autrice québécoise publiée en 2020, cet essai-là. Je suis allée avec quelque chose de très, très, très contemporain. Je pense que ça peut rejoindre un public, j'en parle souvent dans mes cours là, au cégep et les étudiantes sont souvent interpellées par cet essai-là. Donc, on voit un peu le point de vue de l'autrice sur le maquillage, bien entendu, mais tout ce qui est apparence physique, maladie, troubles alimentaires, maladies psychologiques aussi liées à l'apparence physique. Donc, ça peut être très, très, très moderne, je dirais, comme essai. Parce que ça rejoint aussi la culture des influenceurs, qui est quand même quelque chose de très populaire là, chez les jeunes aujourd'hui. Donc, ça aborde ce point de vue-là, aussi, cet aspect-là, en fait, de la culture de la beauté, là, qui est quand même intéressant. Ça a du bon, le côté technologique, mais je pense que ça a aussi accentué des problèmes comme celui, justement, avec des effets comme Instagram, où beaucoup l'apparence physique est mise en valeur, le nombre de j'aime qu'on peut avoir de pouces en dessous des photos des fois, hein, ce que les gens ne feront pas pour avoir le plus de pouces possible. Exactement. Elle en parle d'ailleurs des espèces d'applications, de modification de l'image qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, que chaque photo est sélectionnée avec soin, modifiée, que ça ne représente pas nécessairement la réalité. Puis je pense que c'est bon d'avoir aussi ce regard-là. Là. Puis à l'inverse, elle en parle aussi que ça peut être positif parce que là, la personne qui reçoit les j'aime se sent valorisée. Hein, donc, c'est vraiment, elle pèse un peu le pour et le contre des réseaux sociaux, mais de l'apparence physique qui est véhiculée, là, le modèle physique qui est véhiculé par les réseaux sociaux. Puis c'est ça, c'est quand même intéressant. Je dirais que les premières pages, il ne faut pas se laisser abattre parce qu'elle parle beaucoup justement de certains influenceurs que je ne connaissais pas du tout. Mais plus qu'on avance, là, je dirais après les 20 premières pages, c'est correct qu'on est parti, puis les thématiques sont très intéressantes. Et même que, bien que le titre soit au féminin, elle parle quand même du maquillage chez les hommes. Et ça aussi, ça peut peut-être rejoindre élargir le public, en fait. Ben oui, on en parle moins, mais ça existe, mais c'est sûr qu'on en entend moins parler sur la place publique. Oui, c'est ça. Ça devient de plus en plus populaire, mais avec l'image de Jay du Temple, d'ailleurs, qui circule. Oui, oui. En tout cas, les garçons aussi se sentent souvent interpellés dans mes classes, ne serait-ce que par l'apparence physique, le corps masculin qui doit, le garçon qui doit aller au gym pour se muscler, cette image-là là, de Monsieur Muscle là, qui est très, très visible. Oui, c'est ça. Maintenant, je pense qu'on change, on s'en va avec le niveau d'une bande dessinée. Oui, exactement. Je change de registre complètement. Je ne suis pas quelqu'un qui était tenté par les bandes dessinées pour adultes auparavant. Je dirais que j'ai découvert ça un peu plus dans les dernières années. Mais j'y vais avec Culotté de Pénélope Bagieux. Je veux juste te dire un petit peu, c'est que des fois, on parle aussi de romans graphiques. Des fois, on parle de bandes dessinées pour adultes, les gens pensent que c'est des bandes dessinées pornographiques, mais c'est plus, on parle aussi de romans graphiques, des bandes dessinées qui sont dessinées pour plus les gens plus âgés un petit peu que les jeunes, disons. Oui, oui, tu as une belle nuance. Là. C'est vraiment par les sujets qu'on va rejoindre une clientèle peut-être un petit peu plus mature, mais c'est vraiment pas pornographique, pas du tout sexuel. Là. C'est vraiment simplement peut-être un petit peu plus sérieux, parfois même un peu plus scientifique. Parfois même, on tombe dans l'humour noir là, pour certaines bandes dessinées, mais bref, j'ai vraiment découvert ce genre-là que je ne connaissais que très peu. Donc, Culotté de Pénélope Bagieux, publié en 2016. J'ai même vu qu'il y avait un tome 2 qui était paru un petit peu plus récemment que vous avez aussi à la bibliothèque.
Culotté, ça présente des portraits de différentes femmes du monde qui, personnellement, j'en connaissais pas beaucoup. C'est vraiment les grandes oubliées de l'histoire. Ça peut être de l'histoire asiatique, par exemple, de l'histoire sud-américaine, de l'histoire africaine. On parcourt vraiment le monde. Et c'est ça, c'est à peu près, je dirais, 3-4 planches, donc 3-4 pages à propos d'une personnalité féminine oubliée ou connue. Et on parcourt un peu un résumé là, de sa vie, mais ça donnait vraiment un portrait global intéressant de ces femmes-là, je dirais, parce que c'est ça. Il y en a que je connaissais, mais il y en a que je ne connaissais pas du tout. Donc, une belle découverte, un beau moment. J'ai bien ri aussi. Je trouvais que les dessins étaient parfois très dans l'humour. C'est le fun de voir qu'on s'intéresse enfin à l'histoire des femmes parce que très longtemps, ils ont été mis dans les marges. L'histoire, on n'en a pas trop parlé. Et tu sais qu'il y a des femmes comme Marie Curie qui a eu une carrière, entre autres, scientifique très importante au début du 20e siècle. Oui, oui, tout à fait. Puis même, je trouvais que chez la littérature jeunesse, on commence aussi à avoir plus de livres, d'albums qui sont centrés sur la vie des femmes. Donc, celui-là, c'est un peu le même parallèle, mais version peut-être un petit peu plus sérieuse ou scientifique. Là. Très bonne chose. Donc, maintenant, oui. Je pense qu'on s'en va vers des romans. Oui, 2 romans. Donc, je commence par La course de rose de Dan Dumont, qui a été publié en 2020. C'est une autrice qui est canadienne, Dan Dumont, et qui est humoriste aussi dans la vie. Donc, j'ai lu ce roman-là dans le premier confinement de 2020, là, et je dois dire que ça m'avait bien fait rire, ça m'avait vraiment changé le mal de place, comme on dit. Donc, si vous cherchez un roman dans l'humour, vraiment, ce livre-là, je l'ai trouvé particulièrement drôle. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui décide de se remettre à la course. Son père courait des marathons, tout ça, puis elle se dit un beau jour, pourquoi pas moi aussi? C'est une mère de 2 enfants qui travaille, qui ne fait jamais de sport vraiment dans sa vie. Donc, on la suit dans ses entraînements qui sont quand même difficiles pour elle. Et au travers de tout ça, on la suit dans son quotidien sur une réserve d'une communauté des Premières Nations. Et puis, elle va avoir un rôle à jouer dans le conseil de bande. Elle va rencontrer un garçon qui arrive nouvellement sur la réserve. Elle doit s'occuper de ses filles qui s'amusent par la bande à faire des petits rituels comme ça, un peu des rituels spirituels, là, si on veut, là, qui en appellent aux esprits. Et là, tout d'un coup, les esprits vont peut-être commencer à se manifester dans la réserve. Et c'est ça qui va engendrer l'espèce d'humour. Là. Ça devient vraiment... On tombe un peu dans une phase absurde, là, mais j'ai vraiment apprécié. C'était vraiment très drôle comme roman. Un style qu'on ne voit pas tout le temps. Exactement. C'est vraiment un style particulier. Ça m'a frappé par son originalité, disons. Deuxième roman que tu nous proposes? Oui, Là où je me terre, de Caroline Dawson, publié en 2020. Finaliste au prix des libraires, d'ailleurs, l'année dernière. Donc, c'est vraiment un excellent roman. Très, très, très touchant, très, très, très émouvant. C'est l'histoire d'une petite fille qui est issue d'une famille qui a immigré au Québec. Et là, on la suit dès son arrivée, dès son départ, en fait, de son pays original. Elle vient du Chili. Donc, on la suit du départ jusqu'à l'arrivée au Québec, jusqu'à même l'âge adulte. Donc, on voit le parcours de la famille, l'arrivée avec l'hiver, la langue française qui n'est pas évidente, les écoles primaires qui sont nouvelles pour elle, l'école secondaire. Et on voit aussi tous les sacrifices que les parents sont prêts à faire pour leurs enfants. Et c'est là qu'on trouve vraiment, je trouve, l'essence du roman. C'est très, très, très beau, très émouvant. C'est extrêmement bien écrit. Vraiment une écriture en douceur, là, comme le personnage. On sent qu'elle est forte, mais qu'elle est douce. L'écriture, c'est la même chose. Très, très forte, mais très, très douce en même temps. Je dirais, pour rire un peu, la course de rose, mais peut-être pour un petit côté un petit peu plus émouvant, j'irai avec Là où je me terre. Ça nous fait connaître une réalité qu'on ne peut pas savoir. Pour nous qui vivons déjà d'office ici, on ne peut pas voir tout ce que les gens qui arrivent doivent apprendre. T'sais. Nous, aller à l'école ou telle chose, c'est des choses qui c'est notre quotidien de tous les jours, mais ça permet de voir tous ces gens-là, comme par exemple les Ukrainiens qui risquent d'arriver ici éventuellement, tout le parcours qu'ils vont devoir faire. Oui, vraiment. Puis le sentiment de se sentir différent, vraiment de se sentir mis à l'écart, mais tout en faisant partie, d'être vraiment dans un sentiment d'entre-deux. Je trouve que c'est vraiment ça qui ressort du roman. Et vraiment, la relation qu'elle a avec sa mère, la jeune fille, c'est vraiment une très, très belle relation. Difficile, mais très belle. Vraiment, j'ai vraiment, vraiment apprécié. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai eu tous les sentiments dans ma lecture de ce roman-là. Et on termine maintenant avec un livre de poésie.
Oui, donc La femme sans couleur de Laurie Jean-Louis, publié en 2020. Vous voyez, je suis restée dans le contemporain quand même pour mes suggestions. Ce recueil de poésie-là, je le recommande à n'importe qui, même si la poésie peut faire peur parfois. Celui-là reste très accessible. Donc, Laurie Jean-Louis, c'est une femme québécoise qui est noire aussi. Donc, vous voyez la femme sans couleur. Elle va jouer sur le sang qui s'écrit comme le chiffre 100. Et je veux dire, juste pour dire, par rapport à Laurie Jean-Louis, moi, je l'ai connue parce qu'elle était, avant ça, quand j'ai commencé, responsable du réseau du REBIC, qui était le regroupement des bibliothèques collégiales au Québec. OK, ben oui, ben, elle était déjà imprégnée dans la littérature, mais c'est vraiment, à chaque fois je l'ai entendu parler à la radio, puis vraiment, elle me semble être une femme extraordinaire. Donc, La femme sans couleur, et comme je disais, elle joue sur le mot sang, là. Donc le chiffre 100, mais le mot sang, S-A-N-S. Donc, elle va jouer là-dessus. Donc, c'est vraiment un recueil qui joue sur les mots, qui joue sur les sentiments, qui joue sur son évolution en tant que femme. J'ai vraiment trouvé que c'était accessible. J'en fais lire même dans mes classes, puis souvent les étudiants apprécient les quelques poèmes que je leur fais lire, là. Donc, même si la poésie, des fois, on peut sembler avoir une petite distance, je trouvais que ce recueil-là, il était très beau, très accessible et malgré tout très optimiste. Donc, voilà, je trouve que c'est ça, ces temps-ci, un petit peu de positif dans nos vies, ça fait pas de tort. Ouais, il faut s'ouvrir à la poésie. Moi, le premier, c'est pas un style que j'aborde très souvent, mais je pense qu'il faut s'ouvrir, peut-être découvrir d'autres horizons. Oui, vraiment, tout à fait. À chaque fois que j'en parle, je demande aux étudiants, est-ce que vous écoutez de la musique? Puis là, tout le monde dit oui, évidemment, mais de la musique, c'est de la poésie, hein. Donc, c'est quand même une forme de poésie. Il faut quand même rester ouvert et on peut toujours y trouver son compte. Je suis Alors, moi-même ben, une femme, là. je te remercie pour ces belles suggestions de lecture. Et je dis juste aux gens, à la suite de notre reportage, écoutez, je vais mettre les volumes qu'on a discutés avec les cotes pour les retrouver dans les rayons de la bibliothèque. Pour ça, ben, je te remercie, Émilie, pour tes suggestions et peut-être on pourra se revoir pour de prochaines, d'autres suggestions de lecture dans le cadre d'autres thématiques ou d'autres journées, si ça te tente. Ben oui, tout à fait. Merci à toi, Stéphane. Merci, bonne journée. Merci, toi aussi.